Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité de parler un peu de mon recherche. Le français, c'est pas ma langue maternelle, euh, merci pour votre patience. J'ai quelques notes ici parce qu'il y avait quelques mots que je ne savais pas, mais je vais essayer en tout cas. Bon, ok. Euh, donc, très brièvement, je vais parler de la situation de changement climatique. Vous en savez probablement déjà pas mal. Je vais parler un peu de les facteurs de risque liés au changement climatique et comment ça peut toucher ou affecter négativement la santé mentale des enfants. Je vais parler un peu plus sur le sujet de pourquoi les enfants sont plus vulnérables que des adultes. Et puis, toucher vraiment sur ces questions de réponse négative psychologique à le changement climatique. On dit le eco-anxiety. Et puis, pour résumer, je vais chercher peut-être quelques rayons de soleil dans toutes ces questions. Bon, si vous suivez les actualités, vous savez certainement que les températures globalement sont augmentées dans les derniers 200 ans. L'année passée, 2023, était l'année plus chaude jamais enregistrée. Et ici, on voit toutes les années, ça c'est le zéro, toutes les années depuis l'année 1940. En rouge, on a 2023. Il y avait pas mal d'années qui étaient au-dessous de 1,5 degré. Ça, c'est le saut que les scientifiques disent. Quand on dépasse, on rentre dans le territoire de changement climatique dangereux. Donc, ici, vous voyez les températures moyennes en 2024, encore plus haut. Juste rapidement, on voit pour vous montrer la même chose pour les températures sur la surface de la mer. Effectivement, on voit exactement la même chose. Ce qui est important, c'est ici, on a 23 et ici, on a 24. On voit les températures sont beaucoup plus élevées que les années précédentes. Bon, OK. Donc, cette augmentation de température a plusieurs effets sur le climat. Par exemple, ça augmente la fréquence, la sévérité et la duration des événements météorologiques extrêmes. Par exemple, des vagues de chaleur, des incendies de forêt, les tempêtes tropicales, les inondations, les glissades de terrain, mais aussi des changements de paysage, d'écosystème, augmentation de la mer. Donc, dans plein de niveaux, on voit que cette augmentation a des effets directs sur les événements météorologiques. Et ça, c'est pas juste quelque chose anecdotal. On voit aussi dans les statistiques, par exemple, si on regarde les désastres dans les derniers 40 ans, ça, c'est tous les désastres qui sont dépassés $1 milliard. Mondialement, on voit aussi une assez grande augmentation. Et ça, c'est aussi, on voit, même si on ajuste pour le fait qu'il y a plus de monde et plus de monde qui habite dans des régions qui sont plus vulnérables, par exemple au bord de la mer ou auprès des rivières. Donc, cette situation de changement climatique est maintenant reconnue par plusieurs organismes de gouvernement mondial. Par exemple, ça c'est l'Organisation mondiale de santé, par exemple,
a reconnu les impacts sur la santé physique et psychologique. Il y a aussi des impacts sur les enfants. Selon la plupart des scientifiques, on a très peu de chances maintenant de rester au-dessous de cette saut de augmentation de température à 1,5 degré. Donc, effectivement, en gros, on est dans une situation, on peut dire, probablement assez grave, selon les scientifiques, si on les croit. Donc, chaque année, le revue médicale de Lancet publie cette résumé de l'évidence sur les impacts climatiques sur la santé. Et ils ont montré qu'il y a plein d'impacts sur plein de chemins et des voies entre les événements de changement liés au changement climatique et la santé physique. Et aussi la santé mentale. Donc, ce que je veux dire ici est que quand on parle de changement climatique, on ne parle pas seulement de cette question de eco-anxiety. C'est beaucoup plus que ça. Effectivement, on a plein d'événements météorologiques qui sont devenus plus fréquents, plus sévères, et ils touchent les personnes directement à cause du trauma. Il augmente le risque pour des problèmes psychologiques, psychiatriques, et il touche aussi le bien-être, bien sûr. Par exemple, si tu es touché par une inondation, tu peux être déplacé, peut-être les parents sont au chômage, le stress post-traumatique peut suivre et l'anxiété, la dépression. Il y a plein d'études de la littérature scientifique des désastres qui montrent qu'il y a un lien clair entre l'exposition aux désastres, et, comme vous le savez très bien, et les problèmes de santé mentale. Donc, donc ça c'est le cadre ce que je veux dire. Je vais focuser un peu plus maintenant sur le plan théorique ou conceptuel. Ce que je vais faire dans ma recherche, c'est d'essayer d'être un peu plus clair. Comment on peut penser clairement sur cette question de les risques de changement climatique et les chemins ou les voies et les processus connectant ces dangers et les impacts sur la santé mentale, y compris les désordres psychiatriques et la réduction de bien-être. Donc, le panel international de changement climatique, IPCC, a noté qu'il y a en général deux types de risques, des risques aigus et des risques chroniques. Des risques aigus sont, vous en savez beaucoup déjà, des incendies, des inondations, des orages. Les risques chroniques sont plutôt des choses comme l'augmentation du niveau de la mer, par exemple, ou les changements de paysage ou l'écosystème dont où tu es peut-être dépendant, par exemple, les paysans qui habitent près de la terre. Donc, on a ces deux types de dangers conceptuellement. J'espère que vous voyez, c'est un peu petit ce graphique, mais effectivement, donc on commence avec ces deux types de hasard, de danger, et c'est en anglais, je n'ai pas traduit, désolé. Les dangers sont, toutes ces facteurs il peut y avoir des interactions. Donc, on commence avec les dangers, puis on a des vulnérabilités. Ça peut être votre santé mentale, mais aussi votre position socio-économique. Ça affecte si tu es ton risque à exposition est augmenté ou diminué. Le contexte social et écologique, ça dépend où exactement dans le monde tu habites, par exemple, ou dans le pays.
Ça influence les expositions. Les expositions, comme je vais vous montrer dans une minute, peut être direct, indirect ou vicariant. Donc, vous pouvez être directement touché par un événement extrême ou indirectement, par exemple, si vous n'êtes pas directement touché, mais votre situation de travail est affectée ou votre réseau social, par exemple. Ou vicariant quand, par exemple, vous lisez des nouvelles de ces événements. Et puis, le réponse, par exemple, les facteurs institutionnels, nationaux, ça dépend des ressources du pays ou le contexte de la région où vous habitez. Et aussi les facteurs de résilience ou vulnérabilité du communauté ou des individus. Donc, tous ces facteurs influencent si vous êtes exposé au danger et le risque d'avoir une augmentation de problèmes, de risques pour des problèmes de santé mentale ou une diminution du bien-être. Ce graphique, c'est peut-être un peu plus intuitif. Ici, c'est un peu la même chose, mais on commence avec les dangers aigus et chroniques. Et c'est pas très clair, mais ça c'est la santé mentale, ça c'est disons des désordres psychiatriques, des diagnoses. Et ça c'est une diminution de bien-être. Et effectivement, ici, je dis qu'on a des événements aigus, les orages, les incendies, par exemple, ici, ils ont directement vécu, ça peut avoir un effet directement dans le risque d'avoir des diagnoses psychiatriques. Ça augmente le risque. Il peut aussi être indirectement vécu, ça donne aussi le risque. Dans tous les cas, ça peut influencer les risques de santé mentale des autres, les diagnostics, mais aussi une réduction de bien-être. Donc, l'idée ici est le changement climatique est tellement compliqué, il y a tellement de facteurs, et l'idée ici est d'essayer de penser un peu plus clairement comment les risques qui sont plus fréquents, plus sévères, liés au changement climatique, peuvent affecter ou toucher la santé mentale. OK, donc la question des enfants. Pourquoi les enfants sont plus vulnérables au changement climatique? Il y a plusieurs facteurs. On sait que les jeunes entre 0 et 24 ans font 41% de toute la population mondiale qui vit aujourd'hui. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde. En plus, 90% de ces jeunes habitent dans des pays revenus bas ou faibles. Je ne me souviens pas de la terminologie. Revenus faibles ou intermédiaires. Et en plus, les pays de revenus faibles ou intermédiaires sont les pays dans le monde qui sont plus exposés aux changements, aux impacts du changement climatique. En plus, les jeunes ont, le fait qu'ils sont plus jeunes, ils ont plus d'années pendant leur vie d'être exposés aux risques, des facteurs de stress liés au changement climatique. Au même temps, on sait aussi que les enfants, dans un moment donné, il y a 1 sur 8 enfants qui sont touchés par des problèmes de santé mentale, des diagnoses. Et la moitié des diagnoses psychiatriques sont établies devant l'âge de 18 ans. Et 2 tiers des autres sont établis devant l'âge de 24. Donc, la période d'enfance et adolescence est vraiment une période de très haute sensibilité au développement de problèmes psychiatriques. En plus, même dans les pays riches, la plupart des pays riches, la plupart d'enfants, environ 50%, ne reçoivent pas d'intervention ou de soins formels.
Et donc, le changement climatique ou les événements liés au changement climatique vont augmenter, vont fonctionner comme un risque. On dit risk multiplier. Ils vont avoir un effet multiplicatif sur les risques existants. Donc, juste pour vous montrer ce que je voulais dire en fait au début, que je focus pas sur une région ou un pays, je prends vraiment une perspective globale de la question de changement climatique, mais aussi les impacts sur la santé mentale. Donc, ici, on voit les pays de faibles et moyens revenus en rouge et orange. Et puis, si on ajoute les pays qui sont identifiés d'avoir les impacts plus grands de changement climatique, en fait, c'est presque les mêmes pays. Donc, on a la plupart des enfants qui habitent dans du monde, presque 90% qui habitent dans ces pays pauvres, et ils sont vraiment très exposés, ils ont des risques très, très hauts. Donc, pour expliquer un peu plus comment le changement climatique influence la santé mentale des enfants, c'est peut-être utile de montrer un graphique. Ici, c'est un peu petit, je suis désolé, mais l'idée ici est assez simple. Ici, on a sur l'axe horizontal, on a le développement de la conception adolescente et adulte, et puis ici, on a la vulnérabilité. Ici, on a des risques, des dangers, par exemple des facteurs aigus et chroniques. Et il peut influencer l'enfant déjà pendant la conception. Par exemple, il y a beaucoup de littérature épidémiologique qui montre que les mères qui sont exposées aux stresseurs, par exemple les événements météorologiques extrêmes, ont des enfants qui ont un risque augmenté pour des autres neuropsychiatriques. Et après l'enfant est né, il y a cette continuation. L'enfant peut être à nouveau touché par des événements directement, par exemple des vagues de chaleur, des autres événements météorologiques extrêmes, et ça continue. Et il y a plusieurs facteurs directs et indirects pour toucher la santé mentale. OK, donc pratiquement, ça veut dire, si on veut intervenir, il faut qu'on commence ici. Donc ici, on a le cours de la vie et ici, on a le risque. Effectivement, si on veut intervenir, il faut pas attendre jusqu'à l'adolescence ou l'âge adulte avant d'intervenir ou de protéger ou mettre en place des facteurs de prévention. La raison est que les facteurs de risque, les stresseurs, ont des effets additifs, interactifs et cumulatifs. Donc, si tu es exposé aux stresseurs pendant l'enfance, l'adolescence, ces facteurs peuvent avoir des interactions ou être additifs pour augmenter votre risque de problèmes de santé mentale en adulte. Donc, OK. Donc, ça, c'est tout que je voulais dire sur le sujet de comment les facteurs liés au changement climatique peuvent directement et indirectement augmenter des problèmes de risque, le trauma, mais aussi diminution de bien-être. Et donc, je vais juste brièvement toucher sur cette question de eco-anxiety. Quand je dis que je travaille sur le changement climatique et la santé mentale, tout le monde me demande est-ce que vous travaillez sur la question de eco-anxiety. Et effectivement, la réponse est très peu. L'eco-anxiety, comme vous avez dit, est effectivement une tranche assez petite de toute cette question. Effectivement, il n'y a pas un consensus dans la littérature maintenant de ce que c'est vraiment. Il y a le eco-anxiety, eco-anger, oui, c'est tous les termes marqués là-bas. Et il y a toujours cette question, est-ce que c'est lié à une diminution de santé mentale? Est-ce que ça peut provoquer des désordres ou des diagnostics?
Et c'est vrai qu'on vit dans un monde avec une intersection, une convergence de plusieurs crises. Et oui, mais en même temps, il y avait toujours des crises. Il y a 200 000 ans, c'était des tigres. Sinon, c'était les Romains. Sinon, c'était les Russes, la guerre nucléaire, la pandémie. Il y avait toujours des facteurs de stress. Et maintenant, on voit aussi, c'est certainement des facteurs de stress liés au changement climatique et les changements environnementaux. Donc, il y a un consensus émergent dans la littérature scientifique qu'effectivement, ces réponses négatives, en gros, que j'ai montrées, sont sains et adaptifs. Ils ne sont pas pathologiques. Et oui, donc je vais juste, je crois que c'est important de noter ça. Bon, je vais juste résumer assez rapidement. Donc, est-ce que c'est grave? Selon les scientifiques, oui. Selon un sondage que j'ai vu il y a quelques mois, 94% dit que le 1,5 est mort, on ne va pas y arriver. Et en fait, 4 sur 5 croient qu'on va dépasser 2,5 degrés de réchauffement. Donc, si on les croit, c'est grave. Donc, alors, quelques rayons de soleil, s'il y en a. OK. Bon. Donc, on a cette question de durabilité dans beaucoup de notre discussion. Si on regarde l'espérance de vie il y a 200 ans, c'était 29 ans. Autour du monde, il n'y avait pas un pays dans le monde où on habitait plus que 29 ans. Et 200 ans plus tard, en France, 73 ans, je crois, on est à 3 ans. Autour du monde, 73 ans. Donc ça, c'est vraiment une réalisation incroyable. C'est vraiment incroyable. Et puis, si on regarde des autres mesures, on voit vraiment des facteurs, des réalisations incroyables pour la pauvreté, l'éducation de base, alphabétisation de base, démocratie, vaccination, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il faut qu'on fasse ces réalisations. C'est vraiment incroyable. Donc, autrement dit, oui, on a beaucoup utilisé l'environnement et les écosystèmes, même exploités, mais ce n'était pas pour rien. On a un niveau de durabilité dans le monde social qu'on n'avait pas du tout il y a 200 ans. Donc, c'est un livre que me donnait un peu d'espoir, que j'ai lu dernièrement. Hannah Ritchie, elle suggère que en fait, la durabilité, c'est l'environnement et le monde social. On a obtenu un niveau de durabilité dans le monde social qui est peut-être acceptable, certainement dans les pays riches, peut-être pas encore dans les pays pauvres, mais c'est quelque chose qu'on doit célébrer. Et maintenant, le défi ou le challenge est de aussi créer un monde où on peut aussi avoir la durabilité dans le monde environnemental. Je vais peut-être terminer parce que j'ai utilisé mon temps et puis il y a toujours cette question, qu'est-ce qu'on peut faire, mais on peut retourner à cette question pendant les questions. Voilà, c'est tout.